Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Dans Actu Débat sur la 97.1, Actu Débat consacré aux grands sujets, bien sûr, sur l'actualité nationale et internationale. Actu Débat qui reçoit pour vous ce matin Ildefonse Akpaki, directeur de publication du journal La Gazette du Togo et directeur du journal en ligne La Gazette du Golfe. C'est ça, La Gazette du Golfe. Et notre deuxième invité, Credo Tété, directeur de publication du journal Le Médium. Le Médium qui donc est sorti ce matin, que vous pouvez donc aller vous procurer dans les kiosques. Le Médium qui est bien sûr à son 254e numéro. Le Médium qui écrit sécurité routière et protection civile. Le test d'alcoolémie bientôt effectif sur les routes togolaises, à lire à la page 3. Et politique, opposition, le doute de Jerry Tamba sur l'union de l'opposition. Vous pouvez également lire dans ce nouveau numéro du journal Le Médium, Commerce, la Bébé Lomé lance la campagne PITS. Société, Sotopla et Seva, des pratiques répréhensibles qui peinent à disparaître. Mouvement sur le campus universitaire, au-delà de la descente des forces de sécurité, de la nécessité de dénoncer les intoxications sur les réseaux sociaux. Et nous recevons pour vous un jeune étudiant de l'université, bien sûr, de Lomé, engagé également dans la réclamation de meilleures conditions des étudiants à l'université de Lomé. Il s'appelle Kokou Yao Samori. Kokou Yao Samori, bonjour. Bonjour, monsieur. Et comment vous portez? Par la grâce de Dieu, on se porte bien. Eh bien, la bonne nouvelle, hier, des étudiants interpellés la semaine dernière au cours des manifestations, bien sûr, vos manifestations sur le campus universitaire de Lomé ont été libérés. Et 6, bien sûr, ont été libérés hier. 7 plutôt ont été libérés hier. Et monsieur Kokou Yao Samori, faites-nous un petit aperçu de comment est-ce que vous avez commencé les réclamations jusqu'à ce que des camarades à vous ont été interpellés. Ok, merci. Et pour revenir un peu en arrière sur l'historique de ces revendications, on a vu qu'il y a un mouvement, il y a plein de mouvements au sein du campus. Donc, au moins, il y a presque 12. Et la RTD réclamait ce qui est de droit. Il réclame plein de choses qu'on peut citer, comme si il réclame d'abord l'augmentation des tranches et le bitumage des rues, plein de choses. Et quand le gars a réclamé les choses, le même jour, il a été pris par la police devant vous. Oui, par la police universitaire. Ils étaient dans la ville de l'université. Et quand on l'a pris, le jeudi, on a dit non, même si on n'était pas dans le mouvement, on doit rejoindre nos amis pour pouvoir libérer ceux qui ont été pris. Donc au départ, vous n'étiez pas dans les réclamations? Moi, personnellement, je n'étais pas dans le mouvement. Mais quand j'ai entendu qu'on a pris les étudiants... Par solidarité? Oui, par solidarité. J'ai dit, tout le monde on doit mobiliser tout le campus pour que nos amis soient libérés. Ce ne sont pas des brigands. Et ça se passait le jeudi donc? Le jeudi, ça s'est passé. Et maintenant, le vendredi, ça s'est encore enflammé. Donc, le vendredi, deux organisations estudiantines se sont jointes à la manifestation. Bien sûr. Et ensemble, on a réclamé. Et c'est là encore qu'ils ont encore pris des gens. Et quand j'aimerais dire quelque chose, le vendredi, les étudiants, on était sortis les mains levées. Les mains levées. Ça veut dire, on a dit, on ne lance pas de cailloux, on ne fait rien. Et quand on était sortis, à l'entrée en même temps, il y a d'autres soldats qui sont là. Ils nous ont compris, ils nous ont laissé. Mais c'est arrivé au niveau de GTA. Un groupe de soldats... Vous meniez la manifestation vers où? On voulait juste montrer qu'on veut que nos amis soient libérés. On ne voulait pas aller à la présidence, mais on voulait manifester pour que la population sente que nos amis sont emprisonnés. Donc, on était arrivé de GTA, puis un groupe de soldats arrivé, commençait à lancer des gaz. Et c'est là, ça a commencé à chauffer. Et c'est là, ils ont pris encore quelques étudiants. Mais nous, on a dit, si les étudiants ne sont pas libérés, nous aussi, on va pas travailler au campus. Même si on va travailler, on ne va même pas travailler. Nous, on a dit, on continue la manifestation dès que... Jusqu'à la libération de vos camarades étudiants. Et c'est là, je vais dire, hier, le président Kokoroko a appelé les mouvements, les délégués. Ils étaient tous là, le président, le directeur de la DAS, le directeur de cours, ils étaient tous là. Et le président, devant nous, s'est engagé que... Le professeur Dodi Kokoroko s'est engagé qu'il va libérer tous les étudiants qui sont emprisonnés. Il va libérer ou il va demander la libération? Il va demander la libération, qu'il s'engage à demander la libération de nos amis. Mais
il nous a dit, il nous a encore assuré que nos amis ne seront pas traduits de gens à la justice. Le professeur Kokorokwa avait promis que vos camarades d'étudiants arrêtés ne seront pas traduits devant la justice. Bien sûr. Mais malheureusement, quand on est sorti, on a su que nos amis étaient devant les juges. Étaient déjà devant les juges dans l'après-midi d'hier. Dans l'après-midi. Et déjà, il y a un groupe d'étudiants qui était déjà là-bas. Donc, c'est ça qu'on ne comprend pas trop. On ne sait pas qui croire, mais nous on dit. Et hier, au niveau du palais de la justice, une forte mobilisation des étudiants était donc au rendez-vous également, et dispersée par les forces de l'ordre. Toujours c'est ça. Quand ils voient un groupe d'étudiants, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils commencent à lancer des gaz. Et on dit que c'est nous qui lançons premièrement la caillou. Mais s'il faut voir vraiment dans les choses, les policiers lancent premièrement et nous on répond par les cailloux. Vous répondez par les cailloux? Bien sûr. Et combien d'étudiants sont arrêtés, ont été arrêtés ou sont interpellés? Et pour dire, à la réunion hier, on a dit que c'était 21 Qui a étudiants. dit? Le président a dit que c'est 21 étudiants et 15 ont été libérés. Mais après avoir sorti de la salle, on a entendu qu'il y avait 7 ou 8 étudiants qui sont là et 7 sont devant la justice. Ça veut dire que ça manque certains. 7 sont là, ça veut dire 7, ça manque 2 personnes. Donc 7 ont été libérés. 7 ont été libérés hier. Et on les remercie et on demande encore que les autres aussi soient libérés, comme les autres étudiants ont été libérés. Le meneur de cette revendication, c'est Folis Sativi, il n'est toujours pas libéré. Oui, il n'est toujours pas libéré, accompagné de quelqu'un qui sont restés à la prison. Je crois bien que nos autorités vont les libérer parce que ceux-là, ce sont aussi des étudiants et on attend leur libération. Certaines spéculations disent que Folis Sativi, le meneur de la LTTE, n'est pas étudiant. Vous confirmez? Non, je ne confirme pas et je ne peux pas affirmer aussi qu'il est étudiant ou pas. Mais hier, eux-mêmes nous ont montré des fiches et il a validé. Ils nous ont donné même le nombre de crédits qu'il a validé. Ils ont dit... Hier où? Hier à la réunion. Avec le président de l'université, professeur Doji Kokoroko. Oui. Ils ont dit qu'il a validé 80 crédits dans 3 ans. Mais nous on a dit, même, il est parmi nous, même si on dit qu'il n'est pas étudiant, ce que nous on demande, les étudiants aussi ne peuvent pas croire ça aujourd'hui, qu'il le libère et après tout le monde pourra se parler entre nous et le dire ce qu'on peut le dire. Mais ce qu'on demande pour le moment, on ne demande pas s'il est libéré, parce que c'est au nom des étudiants qui fait la chose, même si c'est pas donc. Ce que nous on demande, c'est qu'il soit libéré et après tout on pourra parler entre nous les étudiants, entre les mouvements, et s'il y a quelque chose à faire, on le fera. Un dernier message, très rapidement. Oui, j'aimerais lancer ce message à l'endroit de nos autorités universitaires et gouvernementales de faire l'effort de libérer. Parce que même si Sativi aujourd'hui disent qu'il il ne s'est pas inscrit, s'il est toujours là-bas, le trouble va commencer. Nous serons toujours au campus. Et nous, c'est ce qu'on ne veut pas. On veut travailler, les examens sont proches, les devoirs sont proches. Donc, qu'il les libère et qu'on soit en paix au campus et que tout le monde puisse travailler et terminer l'année en paix. Et vos revendications, vous en faites quoi? Nos revendications, pour l'instant, on laisse ça à côté parce que c'est les personnes, c'est les étudiants qui sont importants pour nous. Parce que ce ne sont pas des brigands, ce sont des étudiants comme nous. Donc, ils doivent être libérés. La relève de demain. Oui, bien sûr, ils doivent être libérés. Et on attend leur libération avant que... Parce que si on ne libère pas, on peut attendre juste à un moment, mais ça va toujours continuer. Ça veut dire que s'ils ne sont pas libérés, si les étudiants s'apaisent... Les mouvements d'humeur vont continuer à l'université. Oui, si les étudiants s'apaisent, jusqu'à un moment donné où les gens là ne sont pas libérés, les étudiants ils vont devoir reprendre. Oui, ils vont encore redoubler même plus d'efforts. Donc plus d'ardeur dans les manifestations. Donc on les en prie, même qu'ils les libèrent. Et après tout, on pourra discuter et comment on pourra conseiller pour que le mouvement au campus puisse aller dans les bonnes conditions. Parce que nous, on est dans la solidarité. Tous les étudiants sont unis pour la libération de leurs frères. Merci à vous, Kokou Yao Samori. Vous êtes étudiant à l'université de Lomé. Vous faites partie des responsables engagés pour de meilleures conditions des étudiants à l'université de Lomé. Oui, bien sûr. Bien sûr, nous sommes engagés et nous serons toujours dans la lutte jusqu'à ce que, au moins, que les choses soient améliorées au sein du campus. Merci. Oui. Eh bien, nous allons écouter l'avocat, Maître Dodia Pévon, qui a assuré la défense de ces étudiants interpellés. Mais c'est un sentiment de satisfaction parce que ce n'était pas évident lorsqu'on a commencé ce procès aujourd'hui, qu'à la fin, le juge aurait le courage de déclarer
tous les prévenus non coupables et les relaxer purement et simplement. Parce que lorsque ces prévenus ont été déférés devant le parquet, beaucoup ont été relâchés, mais on a retenu 7 pour l'audience d'aujourd'hui. Et lorsqu'on est venu, les 7 qu'on a jugés, le procureur a estimé que 5 ne sont pas coupables et qu'on devait retenir 2. Mais finalement, dans sa décision, le juge a fait la part des choses en reconnaissant qu'aucun de ces prévenus n'est coupable et les a tous relâchés. Donc c'est un sentiment de satisfaction. Ce qu'on a craint, c'est parce que on nous a habitués souvent à ce genre de procès montés un peu de toutes pièces. Même s'il n'y a pas de preuve de culpabilité, on aboutit parfois à la fin à des condamnations. C'est ce que nous avons craint. Mais nous avons fait notre devoir, le parquet a fait le sien à moitié, mais le juge a terminé ce qu'elle devait faire en reconnaissant qu'il n'y a pas de preuve matérielle que ces étudiants-là sont coupables de ce qu'on leur reproche. C'est pour ça qu'on les a relâchés. Si on vient et on poursuit quelqu'un pour un délit qu'il n'a pas commis et qu'on le libère, donc nous sommes contents. Eh bien, Ildefonse Akpaki, voilà les derniers propos hier à la fin du procès de Maître Dodji Apevon, qui est tout d'abord un homme politique qui est assumé en tant qu'avocat à titre professionnel la défense de ses étudiants. Oui, c'est l'occasion de remercier Maître Paul Dodji Apevon, de remercier Maître Bandi Adjaré et tout le collège d'avocats qui se sont constitués pour défendre nos frères étudiants hier. Je les ai vus au prétoire, je les ai vus se débattre, je les ai vus dans leur rôle, parce que si vous étiez au tribunal hier, vous comprendrez ce qu'il vient de dire là, que c'est des choses qui sont montées de toutes pièces. Quand vous écoutez le procureur qui assurait hier certaines questions des avocats, l'embarrassait jusqu'à ce qu'il ne tombe dans le ridicule. Et donc, c'est l'occasion de leur dire merci. C'est des gens que nous avons retrouvés, qui nous ont prouvé à suffisance qu'ils sont engagés pour la cause commune. Parce que ce que réclament nos frères étudiants, c'est des choses légales. Et rendez-vous compte que toutes les promesses des autorités tant politiques, c'est-à-dire que ceux qui incarnent le pouvoir qu'universitaire, sont restés toujours à l'étape de promesse. Parce que dans les revendications des étudiants, on retient certains nombres de points qui ont été déjà soulevés par d'autres organisations d'étudiants et qui n'ont jamais trouvé de solution. Aujourd'hui, plus que jamais, lorsque nous appelons l'université temple du savoir, est-ce qu'il n'est pas scandaleux qu'on se rende compte que l'étudiant n'a droit que 8 heures de connexion pour une université en 2017? Pour une université. Et pour ça, on arrête des gens. Mais certains étudiants reconnaissent qu'avec l'arrivée du professeur Dodji Kokoroko, comme le président de l'université de Lomé, des efforts sont faits dans un certain... Je ne dis pas le contraire, mais je note que parmi ce pléthore de doléances, il y en a qui sont encore de mise, posées depuis des années, qui n'ont jamais trouvé de solution. Et c'est entre autres, j'ai soulevé le problème de Wi-Fi. Mais est-ce que ce n'est pas un peu scandaleux qu'on dise que l'étudiant togolais doit avoir seulement 8 heures? Alors qu'avec le système LMD, les étudiants, on leur demande plus de recherche. De recherche. Combien vous leur donnez? 12 000 francs par mois comme allocation de séjour ou bien quelque chose comme ça qu'on leur... Mais moi, je ne comprends pas. Mais au-delà de tout cela, vous voyez toutes les sommes faramineuses qui sont utilisées. Organisation de sommets par-ci, achat d'hélicoptères par-là, pendant qu'il y a des besoins sociaux qu'il faut satisfaire. Qu'est-ce que l'étudiant veut? Moi, je suis un peu malheureux. Malheureux parce que j'ai pu faire des observations par rapport à certains propos des autorités universitaires. Entre autres, Sativi n'est pas étudiant.
Mais je suis scandalisé. Sativi, pendant toutes ces années-là, ou bien durant l'année académique en cours, a organisé combien d'assemblées générales à l'université s'il n'est pas étudiant? Alors donc, ça c'est une faille des autorités. Le gars qui n'est pas étudiant, ce n'est toujours pas prouvé qu'il n'est pas étudiant. Vous avez vu les pièces à conviction qui ont été publiées sur les réseaux sociaux. Et moi je dis, il n'est pas étudiant. Il est reçu et pas le ministre, et pas le président. Il n'est pas étudiant. Moi j'ai partagé des confidences avec Sativi. Je le dis aujourd'hui, haut et fort. Avant qu'il ne célèbre le premier anniversaire de la Ligue togolaise des droits des étudiants, le local qui devait abriter les festivités, quand les étudiants là, qui sont membres de cette organisation-là sont allés voir le président, il leur a dit, là, vous ne pouvez pas, mais allez chercher autre. Moi-même, je vais sortir de l'argent pour payer. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'est pas étudiant cette année. Au nom de quoi le président de l'université s'est permis de poser ces gens d'actes et qu'on trouve aujourd'hui qu'il n'est pas réglementairement inscrit. Le ridicule ne tue pas au Togo. Parce que à ce niveau-là, j'ai comme l'impression, et ça c'est un sage conseil que je donne à M. Kokoroko, qui ne connaît pas le système dans lequel il est embastillé, mais il le verra. On reviendra un peu plus de façon un peu plus approfondie sur ces commentaires. Et au niveau du journal Le Médium écrit à la page 6 mouvement sur le campus universitaire au-delà de la descente des forces de sécurité, de la nécessité de dénoncer les intoxications sur les réseaux sociaux. Credo TT, vous dénoncez quand même la répression des forces de l'ordre, la répression de ces manifestations sur le campus universitaire de Lomé, mais vous pensez qu'il y a de la nécessité de dénoncer aussi les intoxications sur les réseaux sociaux? Oui, il faut le dire, avec ce qui se passe sur le campus, nous déplorons cet état de fait. Donc, il faut le dire, toute conscience humaine bien faite ne pourrait pas cautionner toute la série de violences que nous avons sur le campus universitaire de Lomé. Nous n'allons pas faire des gymnastiques intellectuelles pour savoir qui a raison, qui a tort, mais toujours est-il que la franchise universitaire n'est pas respectée et cela nous écœure. Au-delà de cela, nous voyons avec l'abondance des réseaux sociaux et des plateformes, on a remarqué qu'il y a de l'intoxication sur ces réseaux sociaux parce que nous avons vu des images qui ont circulé. Par exemple, l'image d'un dos nu, d'un jeune homme, un dos flagellé, plus que Jésus-Christ même. Et les images là, c'était accompagné d'un vocal où on disait que c'est un étudiant togolais qui a été tabassé lors de la descente des forces de sécurité sur le campus. D'autres sont partis jusqu'à dire que c'est M. Sativi Foli qui a été ainsi tabassé lorsqu'il a été appréhendé. Donc, nous avons fait les investigations. En fait, cette image est une publication de la Lettre du Congo dénonçant les atteintes aux droits de l'homme au pays de M. Sassou Nguesso. Et également, nous avons vu une autre image où il s'agissait d'un jeune étudiant qui était arrivé devant un amphi à moto. Il était en t-shirt bleu. Et il faut le dire, cette image n'est pas d'actualité parce que c'est une image qui ne date pas des dernières manifestations sur le campus, bien que ça a été une série de répressions d'une manifestation. Donc, l'image n'est pas actuelle et que quand les gens vont jusqu'à ressusciter des images qui ne sont pas actuelles pour juste essayer d'amplifier ou bien d'attiser l'attention. Donc je crois que c'est des choses que nous devons aussi dénoncer. Et là même, vous aurez remarqué que sur les réseaux sociaux, il y a une autre image qui a fait le tour. C'est l'image là, c'est l'image du Burkina, parce que c'est lorsqu'il y a eu le soulèvement que les soldats, les militaires burkinabés étaient face à cette jeunesse de la société civile qui était tellement mobilisée, qui a même valu le départ précipité de M. Blaise Compaoré. Les gens ont importé des images là pour dire voilà les réactions des étudiants. Donc je ne sais pas le but que poursuivent ces personnes, le but que ces personnes poursuivent et là c'est de l'intoxication et nous avons le devoir moral de dénoncer cela et dire également que en fait les réseaux sociaux permettent
la fluidité ou bien la rapidité dans la transmission des informations, mais nous ne devons pas prendre pour argent comptant tout ce qui est sur les réseaux sociaux et dire aux gens que faire une publication sur les réseaux sociaux engage l'auteur même de cette publication. Donc nous devons nous assurer de la véracité des informations, et pour ceux qui s'adonnent à des partages systématiques aussi, que ça peut les rattraper en partageant quelque chose dont on ne maîtrise pas la source. Credo Tété, l'article 497 du code pénal togolais peut condamner ces gens d'actes. Oui, évidemment, cet article que nous avions combattu, que nous avions dénoncé lorsqu'on a voté le nouveau code pénal, mais cet article qui est en vigueur aujourd'hui, donc ça donne la latitude au juge de qualifier le délit, et puis c'est le juge seul à qui il revient de faire la qualification de ce délit, et lorsque nous nous mettons à publier des informations qui ne sont pas vraies ou bien les partager sur les réseaux sociaux, nous avons également notre part de responsabilité. Il nous en souvient qu'au niveau de Dakar, même le gouvernement, bien le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a porté plainte contre un agitateur ou bien un internaute qui a publié une image obscène avec un montage où on a mis sa photo sur une image obscène. Donc je crois que la personne est aujourd'hui en prison et le procès va se tenir bientôt. Donc c'est dire que ce genre de choses, ça peut nous rattraper lorsque nous nous inscrivons dans cette logique-là. Cela ne voudrait pas dire, lorsque nous dénoncions l'intoxication à travers des images qui sont vieilles, que des dérapages n'aient pas été constatés dans le maintien des manifestations sur le campus de la semaine passée. Donc nous déplorons cela et nous disons il faut que nous nous appuyions sur les réseaux sociaux, mais en donnant des informations vraies. Oui, Ildefonse Akpaki, ces genres de comportements, quand on les constate, je parle de la répression au niveau des manifestations à l'université de Lomé entre forces de l'ordre, ce bras de fer entre forces de l'ordre et les étudiants entame le bon voisinage que le ministre Yark a depuis un certain moment commencé par entretenir entre les forces de l'ordre et la population. Vous savez que dans les mouvements des étudiants de la dernière fois, j'ai pu constater que l'intervention musclée, barbare et brutale des forces de l'ordre n'est toujours pas orientée vers les manifestants politiques. Je me rends compte que c'est la même réaction. Mais là où cela me fait mal au cœur, c'est que c'est à l'université où des étudiants réclament des meilleures conditions de vie et de travail. Vous avez écouté tout à l'heure notre frère étudiant qui a dit que ce sont ces forces de l'ordre-là qui tirent les premières et eux, ils repliquent avec des cailloux. Je dis que ce qui s'est passé le jeudi et surtout le vendredi sur le campus universitaire est à condamner à juste titre. Je suis un être humain. Je me mets toujours à la place de ceux qui traversent ces genres de situations. Au-delà même du tapage qui est fait sur les réseaux sociaux, en montant des images qui ne reflètent pas la réalité, et dont Credo vient d'en parler, je dis qu'il y a d'autres images vraies que nous avons qui prouvent à suffisance qu'il est inadmissible qu'une force de sécurité chargée ou qui a pour mission de protéger un citoyen, que c'est cette force-là, c'est cet agent-là qui se roue sur un compatriote qui demande ou bien qui réclame son droit. Et quand vous voyez que 10 agents se rouent sur 1 ou 2 étudiants, il y a lieu de crier. Et vous avez vu la manière dont ils ont procédé. C'était comme si les étudiants étaient des animaux qu'on battait ou qu'on amenait à l'abattoir. Vous parlez maintenant du bon voisinage entre le ministre Yark et cette politique de bon voisinage entre les forces de l'ordre et la population. C'est le ministre Yark qui l'a entamé depuis un certain moment. Je prie pour qu'il aboutisse.
Mais au-delà de cela, je voudrais m'assurer de ce que les franchises universitaires sont respectées par nos premières autorités. Je voudrais qu'on me dise que là, en voulant créer cette politique de bon voisinage, est-ce qu'on essaie de respecter ces franchises? Parce que quand moi on me dit que la police universitaire à un moment donné était débordée jusqu'à ce qu'on ne fasse appel à la police nationale, je me dis, ils sont combien ces étudiants-là qui manifestent? Donnez-moi le nombre. Ils sont des milliers. Pour que la police universitaire soit dépassée, au risque de faire appel à la police nationale. Peut-être que la police universitaire n'a pas les moyens d'encadrement de ces manifestations. Je suis d'accord avec toi. Nous pourrons dire que la police universitaire n'a pas les moyens d'encadrer le mouvement. Ceux qui sont réglementairement formés pour encadrer ces mouvements-là, c'est la police nationale. Bien sûr. Et vous avez vu comment cette police-là a agi en contradiction avec ce que la police universitaire devait normalement faire. Je ne comprends pas. J'ai comme l'impression que l'être humain au Togo n'a plus de valeur, alors que notre loi fondamentale dit à l'un de ses articles que la personne humaine est sacrée et inviolable. C'est pas possible que ce genre de choses se passent dans notre pays. Et c'est toujours récurrent. Nous avons remarqué que toutes les fois qu'une couche sociale se lève pour réclamer son droit, la réponse a été toujours brutale. Disons-nous que l'université, je le rappelle, c'est le temple du savoir, le temple de la lumière. Qu'est-ce que les étudiants ont à voir avec des éléments des forces de l'ordre que nous avons entendus lorsqu'ils battaient même ces étudiants-là? Vous allez voir, vous allez... Mais j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas leurs enfants, leurs frères. Mais s'ils n'ont pas leurs enfants là-bas, ils n'ont pas des membres de leur famille qui sont étudiants. Nous savons que la plupart de nos autorités n'ont pas leurs enfants dans nos écoles et dans nos universités. Ils sont tous à l'extérieur. Et ils ont de la famille quand même. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Et il faut, si on faisait tout ça là à leurs enfants, ça leur plairait. Credo Tété, je le disais tantôt, depuis un certain moment, le ministre de la Sécurité, le colonel Yak Damran, a entamé une politique de bon voisinage entre les forces de l'ordre et les journalistes, entre les forces de l'ordre et la population. Voilà que ces actes très condamnés par l'ensemble des leaders d'opinion sur le campus universitaire de Lomé vient entamer un peu sa politique de bon voisinage. Non, je dirais que ce sont des choses qui arrivent, mais il faut se réjouir de la politique qui est développée au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Je crois qu'on tend beaucoup plus à une responsabilisation des unités de maintien d'ordre, mais reconnaissons-le, toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, il y a toujours des brebis galeuses quelque part. Donc nous allons encourager le ministre de la Sécurité et tous ses départements à ne pas baisser les bras, à continuer dans la logique de la sensibilisation. La dernière fois, nous étions à son point de presse le jeudi dernier. Et d'ailleurs, vous en parlez à la page 3 de votre journal, Sécurité routière et protection civile. Le test d'alcoolémie bientôt effectué sur les routes togolaises. Le ministre Yaki communique plus et davantage sur ces activités. Non, je dirais, si nous prenons, si nous voulons juger les ministres ou bien les évaluer au niveau du gouvernement, donc nous dirons que c'est le ministère qui travaille le plus, qui a même le mérite d'être noté, parce que nous voyons des ministres qui sont là, mais on dirait juste pour les fins du mois, qui ne font pas le travail qui leur incombe, mais c'est un ministère qui est assez sollicité, qui a du pain, qui a du travail, et le ministre Yak se défend assez bien. Donc nous disons, c'est vrai, on ne peut pas aujourd'hui dire que le ministre Yak a demandé à ce que les forces de sécurité aillent mater les étudiants sur le campus ou bien se comportent mal dans la société. Mais il y a également de ces comportements que nous dénonçons au niveau de certains agents, je dirais, qui sont zélés.
Mais le ministre nous a rassuré la dernière fois en nous communiquant un certain nombre de sanctions par rapport à des agents indélicats dans l'exercice de leurs fonctions. Ça, c'est déjà quelque chose, des gens même qui sont renvoyés à la maison, des gens qui sont emprisonnés parce qu'ils ont eu des comportements malveillants, indélicats dans l'exercice de leur profession. Je dis c'est une bonne chose, même si on ne nous a pas communiqué l'identité complète de ces agents-là. Mais c'est déjà une bonne chose. Il nous a également instruit du démarrage pour bientôt du tribunal militaire qui va essayer de connaître des dossiers de ces agents indélicats. C'est une très bonne chose. Nous l'encourageons, nous encourageons tous les responsables de la sécurité à abonder dans ce sens-là. Donc vous verrez également que c'est sous le ministre Yark que au niveau même de la réglementation de la circulation, de la sécurité routière, il y a des efforts qui se font. Parce que lorsqu'il est arrivé, il a mis en place la division de la sécurité routière qui est dirigée par le commissaire principal à Tabou, qui fait du bon boulot avec ces éléments sur le terrain. Et nous les observons tout le temps en circulation. Donc je crois que leur présence sur les routes dissuade également les abus, les dérapages par rapport à la sécurité routière. Donc voilà en quelque sorte quelques chantiers qui sont mis en place par le ministère de la Sécurité. Mais revenons, si tu le permets, sur sa conférence de presse, c'est le point qui nous a intéressé, au-delà des chiffres qui ont été communiqués de morts, d'accidents et de blessés sur nos routes, c'est l'introduction pour très prochainement du test d'alcoolémie sur nos routes togolaises. Donc, je vais dire, ça c'est un conseil au ministre de la Sécurité, parce que nous voyons que sur nos routes, il y a des conducteurs qui sont indélicats, mais des gens qui boivent avant de prendre le volant. Et les gens boivent quoi? Le tchoukoutchou, le sodabi, et si ce n'est le tramadol. Donc je vais les encourager à ce que leur machine qui va procéder à ce test d'alcoolémie soit très performante. Soit tellement performante pour prendre en compte toutes ces boissons dangereuses. Et autres là, sûrement, le ministre la dernière fois, il blaguait qu'à un certain moment, vu le taux d'accident qui est assez élevé par rapport aux engins à 2 roues, qu'ils ont même essayé de discuter avec les concessionnaires des motos pour voir s'ils ne pouvaient pas limiter les visites, les vitesses au niveau des motos, mais cela n'est pas faisable. Donc il faut aller dans la sensibilisation. Et Eli, c'est très alarmant lorsque nous voyons que seulement au premier semestre de cette année, c'est-à-dire du 1er janvier au 11 juin, qu'on puisse déjà avoir 2559 accidents pour 315 morts et de 5245 blessés. Donc c'est vraiment inquiétant. Si nous faisons la comparaison avec l'année 2016, 2 semestres combinés, donc le nombre de décès sur nos routes, c'est 514. Nous sommes à mi-chemin, nous avons 315, donc c'est vraiment inquiétant. Donc il faut que nous redoublions assez de vigilance par rapport à ce que je disais, les accidents, les implications des différents types d'engins dans les accidents de circulation. Ce sont les engins à 2 roues, les motos, qui ont le fort pourcentage. C'est 3083 accidents causés par des engins à 2 roues. Des engins à 2 roues. Pour les voitures légères, c'est 1167. Pour les poids lourds, 444, et pour les trains, donc il y a eu 2 accidents. Donc c'est dire que c'est très alarmant par rapport aux engins à 2 roues. Et il a été également envisagé la nécessité d'aboutir au permis de conduire pour les engins à 2 roues. Donc tout cela est en réflexion. Eh bien, Ildefonse Akpaki, voilà à peu près le schéma, bien sûr, des accidents, de la sécurité routière dans notre pays au premier semestre. Oui, je voulais ajouter une chose. Je n'ai pas dit tout à l'heure que c'est le ministre Yark qui a demandé qu'on mate les étudiants. Non, vous n'avez pas tenu ces propos. Je n'ai rien contre le ministre Yark. Je sais que son ministère est le plus sollicité et c'est son ministère d'ailleurs qui est le plus sensible parce que c'est la sécurité de toute la population, même si elle n'est pas totale, parce que
La sécurité, quand nous en parlons au Togo, elle est purement et simplement réservée aux premières autorités. Ça, il faut être clair. Mais je voudrais voir M. Yark traduire dans les faits et être un ministre digne de ce nom. Lorsqu'il ouvre les enquêtes, il faut qu'il fasse les points ou bien le rapport aux populations. Vous savez que c'est en faisant cela que les populations auront encore plus confiance en lui. Parce qu'il se passe des choses où on dit qu'on arrête, on dit qu'on ouvre les enquêtes et on ne fait pas le point de ces enquêtes-là. Il ressort de son ministère de mettre en confiance les citoyens togolais en faisant en sorte que les rapports de toutes ces enquêtes qui ont été ouvertes soient publiés. 1. 2. J'ai remarqué que dans le système sécuritaire togolais, il y a des voix discordantes. J'ai écouté le ministre Yark la dernière fois au Parlement et j'ai pu me conforter dans l'esprit que il y a certaines choses qui l'échappent en tant que premier responsable de la sécurité au Togo. Lorsqu'il se prononçait sur le cas Alabi, où ce 28 février 2017, les conducteurs, toutes tendances confondues, étaient dans les rues, le premier communiqué qui était sorti le soir, le ministre de la Sécurité indiquait qu'il n'a jamais donné de l'ordre à l'armée de sortir. Et j'ai été très heureux de constater que devant la représentation nationale, il a réitéré les mêmes choses. Alors, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a des voix discordantes. Parce que si le premier responsable de la sécurité n'a pas donné l'ordre à l'armée, qui s'avère être un autre corps, un corps de défense, qui sort pour faire le maintien de l'ordre à la place de la police ou de la gendarmerie, je me demande comment le ministre peut réussir quand les choses se passent comme ça. Et au Parlement, la dernière fois, en tant qu'investigateur, j'ai pu déceler, quand je décryptais après tout ce que le ministre Yark a dit, j'ai pu comprendre que le ministre protégeait quelqu'un. J'ai pu comprendre qu'il protégeait quelqu'un. Et j'ai été très malheureux que le ministre Yark, dont, quand moi, j'ai commencé par écouter son nom, Yark, c'est quelqu'un qu'on me disait qu'il était très courageux, mais la dernière fois, devant les députés, il n'a pas été courageux, parce que moi, je le dis encore, qu'il était en train de protéger quelqu'un. Quand il dit qu'il n'a pas donné l'ordre à l'armée de sortir, mais il devait être à même de dire que, d'après nos investigations, on s'est rendu compte que c'est tel supérieur qui a donné l'ordre à l'armée. L'armée dont la mission principale est la protection de l'intégrité territoriale n'a rien à voir dans le maintien d'ordre. Voilà pourquoi je dis au ministre Yark, s'il veut réussir, il n'a qu'à... Tu veux mieux réussir. Mieux réussir. C'est vous qui me prêtez les choses. S'il veut mieux réussir. Puisque certaines personnes ou certains observateurs apprécient quand même non, quand je m'en tiens au propos de Credo, je sais qu'il fait beaucoup de choses. Mais je veux que ça soit encore plus efficace, non seulement dans la protection des populations, dans le fait qu'on rende public les enquêtes qui sont ouvertes, et dans le fait qu'il ait le courage, lorsque l'ordre ne vient pas de lui, et que chaque fois on le charge parce qu'il est la première autorité qui est chargée de notre sécurité, mais qu'il ait le courage de nous dire, de situer la population par rapport à ces voix discordantes qui sortent du circuit sécuritaire, et quand il dit « faites ceci », d'autres voix viennent et demandent qu'on fasse ça. Voilà, je veux le voir réussir dans ces domaines-là. Et vivement que vos conseils puissent parvenir au ministre Yark de la sécurité. Non, mais moi je dis, si j'avais eu la chance d'avoir Ildefonse Akwaki comme conseiller principal, peut-être que
je n'aurais pas commis certaines erreurs. Donc, c'est dire que j'apprécie la qualité de ces interventions, surtout du stimulus qu'il est en train de donner au ministre de la Sécurité. Il n'est pas du tout en train de le condamner, mais moi, je crois que lorsque on dit que tu fais bien, donc c'est que tu peux mieux faire encore. Donc, en parlant du principe de redevabilité, donc, je crois que c'est un encouragement qu'il est en train de donner au ministre. Mais moi, tu permets que je revienne un peu pour dire que, en fait, il faut savoir écouter entre les phrases et savoir lire entre les lignes aussi. Donc, le ministre, la dernière fois au Parlement, a dit ce qui était de sa responsabilité, ce qu'il connaissait. Donc, il ne pouvait pas aller sur un autre terrain. Et là, lorsqu'on parle de la sécurité, donc on a les forces de l'ordre, les forces de sécurité, et les forces de l'ordre vont pour le maintien d'ordre. Nous tous, nous avons vu ce qui s'est passé au Carrefour GTA. Un bus même de Sotral a été brûlé, donc on n'en parle pas. Donc c'est comme si c'est un zèle, donc c'est un trophée. Mais nous déplorons la mort de ce chauffeur-là. Et nous tous, nous savons que en fait, ce ne sont pas les équipes de maintien d'ordre, mais d'autres corps habillés surtout, parce qu'il faut y insister. Si nous parlons de d'autres corps, on peut assimiler les civils et autres là. Et je crois le ministre, en répondant, a été assez sage et il a été assez prudent dans ses réponses. Maintenant, si nous savons lire entre les lignes et écouter entre les phrases, donc on saura ce qu'il est en train de dire très bien, et dire que, en fait, c'est un exercice qui n'est pas assez facile que d'être ministre de la Sécurité et de la Protection civile au Togo. Au Togo, principalement. Au Togo, principalement, même dans le monde, mais nous disons au Togo, principalement parce que les questions sécuritaires sont mieux renseignées. Les questions sécuritaires sont tellement prises en compte que il faut beaucoup de paramètres pour essayer de réussir sa mission. Le ministre Yack est en train de faire du bon boulot, mais nous l'encourageons à ce qu'il ait l'énergie nécessaire, le souffle nécessaire, la lumière nécessaire pour essayer d'avancer et puis de ramener non seulement pour Ildefonse Akpaki, mais des résultats pour nous tous, pour les populations togolaises. Eh bien, pour les populations togolaises, on parle également politique. Et à la page, c'est ça, à la page 5 de votre journal, vous écrivez politique opposition, le doute de Jerry Tama du net sur l'union de l'opposition pour réclamer les réformes. Jerry Tama écrit donc dans son dernier post sur Facebook, pourquoi ne pas laisser cette proposition suivre son parcours, en parlant bien sûr de la proposition de loi des députés ANC a dit aboutir en plénière et être débouté par les 61 députés de l'UNI. Se demande-t-il donc face à cette situation, dit-il, et le président, bien sûr, le président du net écrit le médium pense que l'opposition n'a qu'une alternative, la mobilisation populaire ou la mobilisation électorale. Mais quelle que soit la situation, il doute de la capacité de l'opposition togolaise dans son ensemble à y parvenir. L'opposition aurait pu, après de tels propos, mobiliser à fond les populations et battre le pavé de sorte à faire reculer le parti au pouvoir. Mais aujourd'hui, et nous l'avons dénoncé depuis 5 ans, l'excès de mars a tué la marche. Les appels à occuper la rue ne font plus recette, dit-il, en indiquant que dans un pays normal, les blocages de UNI sur les réformes devaient être du pain béni pour l'opposition, car le peuple pris à témoin a vocation à sanctionner ceux qui s'opposent à ses intérêts. Sauf que dans notre pays, et je le dis depuis longtemps, le peuple est hors du coup, regrette Jerry Tama. Ildefonse Akpaki, un petit commentaire rapidement. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de commenter les propos de M. Jerry Tama pour des raisons qui me sont propres. Particulièrement des propos de Jerry Tama. Oui, mais si vous voulez que j'en parle, je me pose d'abord une première question de savoir si M. Jerry Tama est opposant. Mettons l'accent sur sa réaction. Non. Quand même. Je fais une analyse, moi, me poser une question. Ok. Parce qu'il parle de l'opposition. Alors, je suis en droit de me poser la question de savoir si lui, il est opposant. Il parle de l'opposition à laquelle il appartient également. Non, il n'est pas opposant. C'est votre opinion. Vous savez que ce que vous venez de lire tout à l'heure, où il disait que il faut laisser la proposition sur son cours jusqu'à chuter à la plénière, puisque c'est la plénière qui est souveraine d'ailleurs. C'est également votre logique. Sur ce plateau, j'étais là comme invité, vous l'avez reçu directement. Il disait quoi?
disait le contraire de ce qu'il a dit aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'écrivais. Parce que j'ai été ébahi lorsqu'il disait que la proposition était dirigée contre M. Faure-Gnassingbé. Et je vous ai posé la question de savoir où est-ce qu'on a mis dans la proposition qui est en discussion à la commission le nom de M. Faure-Gnassingbé, en rappelant que nous sommes en face d'une loi générale et qui parle de loi générale concerne tous les citoyens. Mais quand il revient à la charge aujourd'hui, et je vous avais utilisé un mot, vous avez souri comme vous êtes en train de sourire tout à l'heure, j'ai dit que je n'aime pas commenter les propos des roseaux politiques. C'est-à-dire que quand le vent souffle à gauche, il va à gauche. Quand le vent le mène à droite, il va à droite. Je ne suis pas ce genre de personne. Parce que moi, j'ai des principes dans la vie. Monsieur Djerry Tama, je le dis, pour moi, il n'est pas un exemple. Ni de politique et autres. C'est mon principe. Et donc, je vous en prie, prochainement, ne me posez pas de questions par rapport aux propos de M. Djerry Tama. Eh bien, Credo Tété, votre commentaire est un peu sur la reprise, bien sûr, des propos de Djerry Tama. On peut également donc noter que Djerry Tama propose deux alternatives, et la mobilisation populaire ou une mobilisation électorale. Oui, non, je crois que c'est... Pour pouvoir aboutir aux réformes. Oui, pour pouvoir aboutir aux réformes. Mais il faut dire que généralement, ou bien globalement, pardon, M. Djerry Tama est en train de s'interroger sur l'union même de cette classe politique de l'opposition. Donc il faut dire, M. Djerry Tama, nous ne l'avons pas connu aux côtés du pouvoir, nous l'avons connu dans l'opposition. Et il pose l'impossibilité aujourd'hui de cette union de la classe politique de l'opposition. Donc c'est en tant que responsable politique, surtout de cette classe d'opposition, même si certains ont commencé depuis hier sur les réseaux sociaux à le qualifier de quelqu'un qui est dans le mercato. Donc, oui. Non, mais moi je dis en griffe et autres là. Mais son poste a tout le mérite parce qu'il a posé un problème qui est assez réel. Est-ce que c'est l'union de cette opposition pour lui? Donc, il se pose une question. Est-ce que l'union de cette opposition, est-ce qu'ils peuvent y parvenir? Est-ce que cette union de cette opposition peut amener les réformes? Donc, ça, c'est une question. Et dans cette question même, dans ce questionnement, pardon, il a parlé de justement de cette mobilisation populaire qui ne fait plus sa recette aujourd'hui parce que il l'a bien dit dans son poste. Donc, c'est pas moi qui le dis. Trop de marche à tuer la marche. Trop de marche à tuer la marche. Donc, il faut suivre notre regard pour voir qui sont ces personnes qui ont utilisé les marches pour tuer encore cette force de... Il dit aussi pour la mobilisation électorale, c'est que ça va se passer dans les urnes et autres là. Mais aujourd'hui, c'est un constat. Même si on va à cette mobilisation électorale, comment est-ce que le jeu va se passer? Est-ce qu'on va partir de cette union, de cette hypothétique union de l'opposition pour y aller, ou bien s'il faut attendre pour faire l'union à un certain niveau, pour faire le poids? Donc, il n'a fait que poser des questions et je crois que les réponses, les analyses et les réponses sont subjectives. Moi, je respecte les convictions de M. Ildefonse Akpaki lorsqu'il dit de ne plus lui poser des questions sur M. Djerry Tama, un opposant, chef de parti politique du net. Mais moi, je suis à l'aise lorsque je veux parler de toute la classe politique de l'opposition. Aujourd'hui, il a parlé trop de marche à tuer la marche, mais il faut le dire, Jean-Pierre Fabre, à un certain moment, n'a pas fait du bien à cette opposition parce qu'il a galvaudé cet outil de revendication, cet outil précieux qu'est la marche. Aujourd'hui, ça ne prend plus. Et je crois, c'est dans la même logique lorsqu'ils ont fait, disons, je ne sais pas si on doit l'appeler fusion ou bien fédération, si... C'est une collaboration politique. Une collaboration politique dont j'aurais bien voulu demander à Ildefonse de me prêter le qualificatif, ce que le CAP 2015 et le groupe des 6 a fait la dernière fois. Mais c'est pour dire, moi, mon analyse personnelle, sinon subjective, si le CAP 2015, avec l'ANC à la manette, a accepté de nouer cette collaboration politique, c'est qu'à un certain moment, ils veulent réessayer la mobilisation populaire à travers les appels à la sortie, à la descente dans la rue, les marches et autres là. Mais espérons que ça marche pour eux. Mais aujourd'hui, le
le constat est clair. Trop de marches a tué les marches et c'est un constat qui est fait par un opposant, M. Djerry Tama. Eh bien, Djerry Tama a interpellé directement la ANC. Il dit concernant, bien sûr, la collaboration CAP 2015 et le groupe des 6, il dit concernant le regroupement des partis politiques du CAP 2015 et le groupe des 6, le président du NET estime, c'est ce que vous relevez, estime qu'il n'est pas une solution pour une issue favorable aux réformes parce que, premièrement, c'est du déjà vu. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Djerry Tama pense que ce nouveau regroupement suivra, hélas, le cheminement est quasiment identique des autres qu'on a connus de par le passé et qui n'ont abouti à rien, du fait d'ailleurs et c'est la deuxième raison, l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, ne saura laisser aucune place aux autres parce que ne faisant pas le poids, quel que soit le type de regroupement que vous avez avec l'ANC, à la fin, c'est toujours eux qui doivent gagner. Voilà une attaque directe donc de Djerry Tama à l'ANC. Non, mais est-ce qu'on peut parler d'attaque? Disons plutôt une analyse. Une analyse, une observation. Oui. Une observation des regroupements politiques qui ont donc ne commet plus l'erreur de passer la parole, de questionner Île-de-France par rapport à M. Djerry Tama. Oui, moi, la question que je voudrais poser et à qui voudrait répondre est celle de savoir si aujourd'hui l'ANC constitue un obstacle à la remobilisation de la lutte politique au niveau de l'opposition. Non, je voudrais passer le témoin à Île-de-France. Sauf que tu n'es pas l'animateur, mais tu n'es pas le témoin. Moi, je vais répondre, il n'y a pas de problème. J'ai voulu te poser la question de savoir, quand tu t'es retourné pour m'observer, te demander si tu me poses encore des questions. Mais c'est pourquoi j'ai dit à qui voudrait la prendre. Mais comme Credo m'a titillé, je réponds. Merci. On a toujours dit que l'erreur est humaine, il a dit tout à l'heure. Mais le principe qui veut pour une personne intelligente de rester toujours intelligente et de devenir sage, c'est de tirer les leçons des erreurs du passé. Même si par le passé, ces gens de regroupement ont connu un fiasco, je voudrais qu'on commence, qu'on aille, et que chemin faisant, que ça fasse flop pour qu'on juge. Mais lorsque ça vient de commencer et qu'on envoie encore des invectives, vous avez bien fait, même si Credo est arrivé à vous manipuler, vous avez bien fait de choisir le mot qu'il faut. C'était une attaque, ou bien c'est une attaque. Parce que justement, le monsieur ne se regroupe pas, ne se trouve pas dans le regroupement, il doit avoir à dire, encore que, ce qu'il propose aujourd'hui, il l'a par le passé lui-même démystifié. Je vous ai dit sur ce plateau, la dernière fois quand vous l'avez reçu, que le fait que moi je n'ai pas confiance en un adepte du mercanto politique, c'est que lors d'une manifestation à laquelle il a même demandé à ses militants d'y prendre part, il revient à la charge pour dire que personne n'est sorti. Et donc ce qui veut dire que lui-même en tant que responsable politique, puisque vous en avez fait allusion tout à l'heure, sa voix n'a pas été écoutée par ces militants-là. Ça pose un problème. Alors... Et c'est pourquoi d'ailleurs il parle du fait que la marche au Togo est tuée. C'est son opinion que je respecte. Sauf que j'aurais demandé à M. Djerry Tama de proposer à ses collègues de l'opposition, puisqu'il se réclame de l'opposition entre guillemets, de proposer à ces derniers la méthode qu'il faut. Parce que quand vous rejetez ce que je vous propose, le bon sens voudrait que, en rejetant ce que je vous dis, que vous soyez à même de me dire que je refuse, mais voici ce que je propose. C'est la voie la plus intelligente et la plus sage d'ailleurs que je propose à cet adepte de mercanto politique. Et c'est votre opinion. Credo Tété, un dernier mot sur le fait que pour Djerry Tama, l'ANC, quel que soit, dit-il, je reprends ses propos pour ne pas les transvertir, et quel que soit le type de regroupement que vous avez avec l'ANC, à la fin, c'est toujours eux qui doivent gagner.
Non, mais moi, je ne me permettrai pas de faire le commentaire, mais je voudrais attirer l'attention des auditeurs de cette émission que M. Djeli Tama a déjà fait l'expérience de l'ANC, l'expérience de M. Jean-Pierre Fabre en les côtoyant. Donc, c'est lui seul qui sait ce dont il parle. Merci à vous, Ildefonse Akpaki, directeur de publication du journal La Gazette du Togo et La Gazette du Golfe. Et également à vous, Credo Tété, directeur de publication du journal Le Médium. Le Médium que vous pouvez donc aller chercher dans les kiosques, sorti bien sûr ce matin, qui est donc à son 254e numéro. Merci à vous tous qui nous avez suivis ici à Lomé et partout ailleurs. Merci à Rapi Degber pour l'assistance technique au micro et les Klingoka Dokanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.